C'est-tu possible d'annuler une promesse d'achat acceptée un coup que toutes les conditions ont été réalisées? Puis y a-t-il un danger de le faire? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, un privilège pour moi puis un plaisir de partager de l'information de l'immobilier en Outaouais avec vous, qui est probablement un des plus gros investissements dans votre portefeuille d'investissement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à ce qu'on discute ensemble de façon régulière. Vous savez toutes les méthodes, comment rester en contact avec moi. Fait que je vais tout de suite passer à l'explication, à vous donner des détails par rapport à cette... c'est un article d'ailleurs qui est passé récemment et puis qui donnait les détails d'un cas réel qui s'est passé. Alors, j'ai pensé que c'était important que je prenne du temps pour vous expliquer ce qu'il y en est. Surtout qu'on est dans un marché où ce que c'est changeant, les gens, on sent un peu l'inquiétude, soit d'un acheteur, soit d'un vendeur. Alors, c'est sûr que les gens ont besoin d'être sécurisés, puis ils ont besoin d'aller chercher le plus d'informations possible dans leur processus d'achat ou de vente. C'est pour ça que c'est toujours important de faire affaire avec un courtier en qui vous avez confiance, puis avec qui la synergie fonctionne bien. Alors, je vous donne l'exemple. Ce qui est important de faire, la première des choses pour un acheteur, c'est de bien comprendre la promesse d'achat. La chose la plus triste qu'on voit, c'est que quand des clauses ont besoin d'être utilisées, souvent c'est là que l'acheteur comprend la clause. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de passer chaque clause. Et puis nous, on va vraiment prendre le temps de vous expliquer chacune des clauses. C'est un peu plus long quand vous travaillez avec nous ou un membre de mon équipe, parce qu'on va vraiment prendre le temps de vous expliquer chaque clause, puis on va le vulgariser d'une façon que ça va être facile pour vous de comprendre l'implication quand vous allez mettre votre signature sur cette promesse d'achat-là ou cette offre d'achat-là, si on peut le mettre de façon simple. Alors, ce qui est important, c'est des conditions. Il y a toujours des conditions d'une promesse d'achat, ou en tout cas, la plupart du temps, il va y avoir des conditions. La première condition qu'on va avoir souvent, c'est le financement. Alors, c'est la clause 6, 6.1, 6.2, 6.3. Ça semble rien vous dire en ce moment quand je vous le mentionne, mais je vous le mentionne parce que si vous retenez 6, 6.1, 6.2, 6.3, puis vous allez vraiment regarder les clauses qu'ils veulent dire, ça va vraiment vous aider à comprendre toute l'implication lorsqu'on écrit une clause par rapport au financement. Alors, on fait l'exemple, la maison est 500 000, vous mettez 100 000 de mise de fonds, 20 %. Donc ça, c'est écrit de la façon que vous allez le payer. Puis après ça, on va écrire la façon que vous allez vous faire financer. Alors, faisons l'hypothèse qu'en ce moment, vous avez une préautorisation avec une hypothèque à 4 % que vous êtes confortable avec. Dans la clause de la promesse d'achat, il faut écrire ces détails-là. Fait qu'il faut écrire que ça va être une hypothèque sur 25 ans avec un amortissement avec un renouvellement dans 5 ans, avec un taux d'intérêt à laquelle maximum que vous êtes confortable. Parce que si vous allez vous faire approuver, puis les taux d'intérêt, pour quelque raison, ont changé un peu, vous ne voulez pas que votre promesse d'achat devienne nulle et non avenue pour rien. Donc, souvent, on va mettre 1 % ou 1,5 % plus haut que ce que vous avez de garantie. Dans ce cas ici, mettons qu'on dit qu'on va mettre 5,5 %. Ça veut dire que s'il y a quelque chose de majeur qui se passe, puis que les taux d'intérêt augmentent à plus que ça, parce que votre préautorisation est complétée ou peu importe ce que la banque peut vous dire que le taux d'intérêt il est rendu à 6, à ce moment-là, vous ne seriez plus obligé d'acheter la propriété parce que le taux d'intérêt est plus élevé que ce qu'on a indiqué dans la promesse d'achat qui était votre maximum. L'autre chose qui est important de comprendre, parce que ça m'est arrivé, puis je ne suis probablement pas le seul à qui c'est arrivé, que l'acheteur a comme changé d'idée pendant le processus et puis il dit à son banquier, donne-moi une lettre comme quoi je suis refusé parce que, regarde, je suis rendu trop nerveux pour l'acheter, peu importe. Alors, il faut vous regarder la clause 6.3 qui dit que le vendeur, après votre réponse, si elle est négative, pourrait vous relancer et dire, bien, vous allez aller voir la Banque nationale, puis si la banque, elle vous approuve dans exactement le scénario qu'il y a dans la promesse d'achat, bien, vous allez être obligé, ou en tout cas, vous allez être réputé avoir réalisé la condition. Donc, la condition de financement va être
réalisé. À la limite, le vendeur pourrait aussi vous accorder une hypothèque que lui-même, il financerait selon la promesse d'achat qui est là, et puis votre condition serait réalisée. Donc, vous auriez rempli les engagements de la condition. Donc, ça ne serait plus une condition, le financement. Alors, c'est pour ça que c'est important de la comprendre. Mais, on assume que tout le monde est de bonne foi. Donc, si vous avez fait votre promesse d'achat, c'est parce que vous voulez l'acheter, la maison. Après ça, on va regarder la clause 8.1 qui est l'inspection. L'inspection, c'est la même chose. On va mettre un délai, mettons, puis dans la clause de financement aussi, on va mettre un délai. Puis là, dans votre cas, vous mettiez 20 %. Ah, c'est possible qu'on mette un 16 ou 18 jours parce que probablement que la banque va vouloir faire évaluer la propriété. Puis on sait que les financements, c'est long, c'est ainsi. On revient à l'inspection. Ça, on va mettre un délai de 14 jours à peu près parce que souvent, les inspecteurs, ils sont en mesure de venir dans un délai raisonnable faire une inspection pour vous. Puis là, encore là, c'est important. Si on découvre quelque chose qui est majeur et significatif, c'est là que les gens, des fois, s'enfargent puis ils ont de la misère à comprendre c'est quoi majeur et significatif. Alors, on parle toujours d'une maison de 500 000. L'inspecteur fait le tour puis il découvre de quoi qui peut coûter 1 000, 2 000, 3 000. D'après vous, c'est-tu majeur et significatif? On ne parle même pas d'un demi% de la valeur de la maison. C'est rien, là. C'est pas majeur et significatif. Mais si on parle de 5, 6, 7, 8%, donc 25, 28 000, 30 000, là, on peut peut-être jaser de majeur et significatif, et puis c'est quelque chose qu'on n'était pas au courant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, ou que c'était impossible de voir si on n'avait pas fait une inspection. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Vous refusez d'acheter la propriété, vous rendez la promesse d'achat nulle et non avenue en envoyant une copie du rapport d'inspection. Puis ce n'est pas la page du rapport d'inspection qui dit où est-ce qu'il y a le problème. Ça prend le rapport d'inspection que vous remettez au vendeur avec un avis écrit, comme quoi que vous renoncez à la promesse d'achat, vous rendez la promesse d'achat nulle et non avenue à cause de ce point-là. Bon. L'autre possibilité, c'est que vous aimez encore la maison, puis, dans le fond, cette chose-là, il va falloir qu'elle soit réparée. Fait que c'est soit que c'est quelque chose qui est vraiment complètement de l'essor du vendeur, puis à ce moment-là, on va tenter d'expliquer au vendeur pourquoi ça serait lui qui devrait payer, mais dans la plupart des cas, c'est comme exemple, il y a un exemple de fenêtres qui sont finies. Bien, les fenêtres sont finies, ils sont arrivés à la fin de leur vie utile. Ils ne valent plus grand-chose, là. Alors, c'est pas au vendeur à payer pour mettre des fenêtres flambant neuves quand c'est vous qui allez avoir le bénéfice. Alors, il y a moyen de dire, bien, je ne m'aurais pas attendu à les changer cette année parce que je m'attendais à ce qu'ils soient encore utiles, fonctionnels, mais là, suite à l'inspection, ils me recommandent de les changer immédiatement parce que l'air passe, ça augmente les coûts de chauffage, etc. Et puis, ils sont arrivés à la fin de leur vie utile. Fait que ça vaut, mettons, 10 000 les fenêtres. Bien, ça fait-tu du bon sens que peut-être que le vendeur en paye 20-30 %, puis vous, en tant qu'acheteur, vous payez l'autre portion parce que c'est vous qui allez avoir le bénéfice du plus-value de la maison. Et puis, si vous vendez à l'intérieur de 2-3 ans, bien, vous allez avoir le plus-value d'avoir eu des fenêtres neuves puis que l'acheteur n'a pas ça à faire. Alors, ça, c'est la façon d'arriver à la négociation. On s'entend, on modifie le prix, on rend les fenêtres exclues de la garantie légale et puis on continue notre processus. Autre condition que tu pourrais mettre, c'est la clause 9, 9.1, qui demande d'analyser des documents. Alors, souvent d'une maison, il y a moins de documents à analyser, mais tu aimerais bien ça que le vendeur ait remis les documents à son courtier pour que lui puisse vous les remettre pour que vous ne soyez pas obligé de mettre une condition en 9.1. Parce que souvent, les vendeurs n'apprécieront pas ça parce que c'est une clause échappatoire. OK? Alors, on n'a rien mis en 9.1, on n'a rien mis en autres conditions. Ah, voilà que nos conditions sont réalisées. On a mis un vendu en avant de la propriété. On a rentré dans le système que c'est vendu. Et puis, la seule condition qui reste à réaliser, c'est la signature de l'acte de vente qui sera, mettons, dans 2 mois. Ah, c'est là que si, en tant qu'acheteur, vous changeriez d'idée, bien, ça pourrait causer un préjudice au vendeur.
Puis c'est là que ça pourrait être très délicat pour vous. Alors, l'important que je veux vous faire comprendre ici, là, c'est que c'est pas juste quelque chose qu'on peut dire, « Eh bien, tu sais quoi, j'ai changé d'idée, les taux d'intérêt continuent à monter, la vie, elle me stresse, etc. » Bien, ça pourrait vous engendrer des coûts. On a un exemple ici dans l'article qui démontre qu'il y a un acheteur qui a effectivement changé d'idée après que toutes les conditions étaient réalisées parce qu'il a renoué avec son épouse qui était séparée lorsqu'il avait décidé d'acheter. Là, ils veulent leur déménager ensemble. Mais il a tenté de mettre des excuses ou des raisons pourquoi il se retirait de la transaction. Quand c'est allé devant le juge a senti que c'était de la mauvaise foi, c'était tout simplement « t'as changé d'idée ». L'acheteur, ça lui a coûté 73 800 en dommages-intérêts au vendeur. Vous ne voulez pas vous retrouver là. Ça vaut vraiment pas la peine. Si vous changez d'idée, vous avez une petite fenêtre, très petite fenêtre. L'acheteur jouit d'une mince marge de manœuvre allant de quelques minutes à quelques heures, puisque le Code civil prévoit que la révocation qui parvient au vendeur avant l'offre ou avant la promesse d'achat rend celle-ci caduque. Donc, vous avez fait une promesse d'achat là, avec un délai de réponse, mettons, demain soir, 20 heures. Puis le vendeur ne l'a pas reçu pour quelque raison, ça ne s'est pas fait sans délai. Le vendeur a dit, bien, il va regarder les offres d'achat demain à 14 heures, à 16 heures. Votre acheteur vous avise là. Il dit, garde, là, je dors pas bien, je vais attendre un an, je ne veux plus l'acheter la propriété. Bien, le vendeur n'a pas reçu la promesse d'achat, il ne l'a pas vue. Alors, c'est important qu'il donne un avis écrit que tu vas joindre à ça, et puis l'offre d'achat deviendra caduque. De toute façon, qu'est-ce que ça vaudrait comme résultat? Puisqu'il y aurait des conditions à réaliser, l'acheteur ferait inspecter, trouverait toutes sortes de raisons pour se retirer de toute façon, puis ça ferait perdre énormément de notre temps au vendeur. Alors, la réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas vous retirer d'une promesse d'achat sans raison valable. Puis, le Code civil est basé sur la bonne foi. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire appel à moi, un membre de mon équipe. On connaît très bien les lois. On est des vrais professionnels de l'immobilier. On fait que ça à temps plein. Puis, on est vraiment là pour vous protéger. Alors, souvenez-vous, c'est un plaisir et un privilège de vous servir. Alors, au plaisir de se jaser bientôt, puis j'attends de vos nouvelles.